Et bonsoir tout le monde, petite vidéo explicative de ce qui vous attend. Ouais, on se retrouve pour un débrief des séances qu'on a fait à Clermont-Ferrand pendant le festival de court-métrage. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est retrouvés pendant 10 jours à Clermont-Ferrand et on a fait des lives tous les matins pour faire un petit débrief des séances qu'on a pu voir. Ces VOD qui vous attendent sont des rediffusions des lives qu'on a eu lors de notre visite au festival de Clermont-Ferrand. Et on vous y parle des films qu'on a regardés, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Et on va utiliser cette intro 6 fois, donc vous allez voir 6 fois cette même introduction pour vous rappeler quels sont ces VOD. C'est parti pour parler de films. Go. Bonsoir Clermont. Tu dis toujours bonsoir. On est toujours le matin. Non, mais je vais le garder. Tu vois, je vais faire comme McFly et Carlito. Je dirais bonsoir à 14h. Donc tes inspirations sont McFly et Carlito. Ok. Ah, j'aurais dû fermer ma gueule. Bienvenue à tout le monde. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle journée de débrief. Et on en parlait juste avant de lancer le live. On s'est arrêté en plein débrief de la collection C2. Donc on a arrêté le débrief de ce qu'on a vu il y a 2 jours, genre un truc comme ça. C'est ça. On a toujours un jour de retard. On a Il nous toujours un reste jour de 2-3 retard, films sur la séance. On va peut-être ne pas parler de ce qu'on a vu. pas regarder de cours un jour, comme ça on pourra rattraper notre retard. Mais je pense que demain, on va peut-être moins regarder de cours. C'est Ouais, mon on va anniversaire. ranger, c'est mon anniversaire. Je vais aller chez le piercing, chez le perceur. Alors, en parlant d'anniversaire, on souhaite un joyeux anniversaire à Garance Kim, Bah oui, résultat. qui nous a dit Joyeux qu'elle aussi anniversaire, fêtait Garance. son anniversaire à Clermont. Berceau, on est là. Les plus grands Alors, artistes. on était. Alors donc, attends, j'ai ouais, perdu le C2. On terminait l'a par la jeté. collection C2. C2. Bah, je peux dire déjà que C2, c'était la collection de films ukrainiens. Collection de la déprime. Ouais, c'est vraiment des films récents, 2022, donc qui parlent pour la plupart du contexte de la guerre avec la Russie. Donc effectivement, c'est assez, j'allais dire assez lourd. Bah, c'est la guerre, quoi. Globalement, c'est la guerre. Alors, il n'y a pas que des docus, mais il y a de la fiction, et on sent quand même que la fiction est limitée de par le contexte, en fait. C'est toujours un peu plus compliqué de sortir dans la rue et filmer quand il y a éventuellement un larguet de bombe qui risque d'arriver dans 10 minutes. Alors, on va commencer avec on va continuer avec Teatralna de Panesenko Alina, donc Ukraine, documentaire fiction. Ah, Documentaire fiction. je crois que c'était une fiction. C'était lequel ? Docu-fiction, 16 minutes. Je lis pour me... Timothy est un jeune pickpocket. Il fait sa petite vie jusqu'au jour où il tombe subitement amoureux d'une agent à la station Teatralna dans le métro de Kiev. Ok. Documentaire fiction ? Ouais, c'est... Mais j'avoue que je me suis posé la question pendant le visionnage. Mais ça, c'est mon alarme que j'ai mal t'as un réveil qui se lance. Ouais, parce que alors, c'est la matinale. Sachez que je ne bois pas de café. Il boit, et parce que vraiment, vraiment, on a besoin de se réveiller. Je crois que c'est la première fois en 8 ans que je le bois avant un café, quoi. Non, ça m'arrive, mais vraiment dans les moments comme ça. Ouais, mais t'es caché, genre, t'as un peu besoin de... T'as un peu honte, tu le fais chez toi en thread quand personne te regarde, la nuit à 3h et tout, t'es là. Le café, en fait, le thé, c'est pas si bon. On sait, hein. Donc ouais, on est comme vous, on a besoin de se réveiller. Salut, Je dirais à mes enfants que c'était merde, j'ai dorti. Comment tu vas, Skull Kid ? Comment on va nous, on est fatigués. Hein. Sachez qu'il on a failli commencer l'émission en retard. On est honnête, hein. On est sur Twitch. On est honnête. Hein. Je me suis éclaté de fatigue hier et donc j'ai oublié de mettre un réveil. Et je me suis réveillé ce matin en mode... attends, je sens qu'il doit être l'heure à laquelle je dois me réveiller, mais mon réveil ne sonne pas. Et j'ai regardé, il était 10 minutes plus tard que l'heure à laquelle je devais me réveiller. Et on a réussi à arriver à l'heure, parce qu'on est bon. Ah, on est rodé, hein. Voilà, ça fait... Force de se réveiller à la même heure, on se réveille à la même heure. Ça va, je réalise mon court-métrage bientôt normalement. On te souhaite de pouvoir être sélectionné au festival de Clermont et on parlera de ton film. Hein. Faudra que tu nous montres tout ça. Même si hein. t'es pas sélectionné, on pourra parler de ton film. Hein. Faudra que tu nous montres tout ça, mais tu sais, si tu veux nous envoyer des scénarios, qu'on te fasse des retours et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Des idées. Oui. Que te fasse des retours. Oui, c'est un bon plan. En vrai de vrai, les idées, c'est pas ce qui nous manque. Hein. Ouais, ça c'est pas un problème. Nous, on nous pique nos idées déjà, donc
Oh, super, ouais, tu peux envoyer, y a pas de souci. Là, on part trop en mode Twitch, on oublie. C'est pour ça qu'on a du retard sur le débrief. Ah, c'est Twitch, hein, tout peut se passer. On part en digression façon on est mécanique juste, des fluides. voilà, on est juste tenu par un certain planning parce qu'on a quand même des invités. Et tout à l'heure, on va avoir plusieurs invités. On a Robin Robles et Frédéric Rosset, qui est donc producteur et réalisateur de La Vie au Canada. Et ensuite, on recevra à midi Sheng Shui Kuo, qui réalise Séance familiale. Voilà. Mais on en reparle tout à l'heure. Là, on est sur la séance C2, les courts-métrages ukrainiens. Donc, petit docu-fiction. Alors, je pensais que c'était une fiction, mais c'est vrai que c'était assez particulier comme style. C'est un docu qui est filmé, je crois, dans un 4 tiers avec des plans très rapprochés. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a un masque qui est assez particulier pour les gens. Et donc, ça se passe dans une gare et c'est un jeune délinquant qui va voler un panneau de signalisation à une agente qui va pas vraiment le réprimander, qui va lui faire la leçon, mais qui va être assez gentil avec lui. Et donc, il va y avoir un jeu un peu de... l'agente va être très gentille avec lui parce qu'elle sent qu'elle est un peu perdue. Et lui va vouloir rester un peu avec l'agente. C'est des plans... très étrangement filmé, c'est des plans très rapprochés. Tu sens qu'il n'y a peut-être pas l'espace pour filmer, pour faire une fiction sans avoir l'impression qu'on est dans un lieu de guerre. Je pense que c'est pour ça que c'était filmé d'une manière assez étrange. Peut-être, ouais. Mais ça donne un style un peu particulier, très minimaliste, très intimiste dans le cours. Je repense au côté docu. C'est vrai qu'il y a un moment où l'enfant cherche aussi à retrouver le personnage là de l'agente. Et quand il demande aux gens, je pense que là, par contre, c'est juste des passants. C'est peut-être là que tu as un côté un peu docu. Je sais pas. Peut-être. Il y a des questions qui sont un peu en suspens. Moi, je pensais vraiment que c'était une pure fiction. Mais c'était sympa à suivre. Voilà, c'était plutôt cool. On n'a pas grand-chose d'autre à dire. On vous a fait à peu près tout le pitch. Ça dure. C'est une petite histoire, voilà, entre une agente et un jeune délinquant qui a l'air d'être un peu dans la galère. Et voilà, c'est assez touchant. C'est une fin plutôt. Voilà, c'est un petit conte, une petite histoire. Ouais. Voilà, une toute petite histoire. Peut-être qu'il en cache plus derrière, mais on n'est pas forcément au courant. Il faudrait avoir un réalisateur sous la main. Alors que... Kharkiv Music Fest did happen. Donc le festival de musique de Kharkiv a bien eu lieu, de Vyacheslav Turianitsia, fiction de 11 minutes qui raconte l'histoire de Seri, étudiant bénévole dans un centre d'aide aux déplacés. Il se sent coupable de ne pas en faire assez pour gagner la guerre. Un ami à lui qui n'a nulle part où aller. C'était un ami, c'était une amie. Hein. Ouais. C'était une amie, je sais pas pourquoi. Une amie à lui qui n'a nulle part où aller, qui n'a nulle part où vivre, arrive en ville. Mais genre... Ouais. Malgré les terribles événements liés à l'agression militaire perpétrée par la Russie contre l'Ukraine, la vie continue et les gens font preuve de courage. Par exemple, le festival de musique de Kharkiv a bien eu lieu. Alors, résultat, nous, le seul truc qu'on a retenu de ce synopsis, c'est le festival de musique de Kharkiv a bien eu lieu. Après, c'est le titre en même temps. Voilà, le titre, c'est la fin du synopsis. C'est vraiment, on dit ça parce que en fait, on pensait vraiment qu'on allait avoir un truc sur le festival de la musique de Kharkiv. Un festival qui a lieu en pleine période de guerre. Voilà, c'est ça. Et on trouvait ça, on s'est dit que ça allait être ultra intéressant et pas du tout en fait, rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un moment du film où il y a une info qui passe, qui dit que le festival a eu lieu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, et le reste, c'est effectivement ce jeune homme qui veut partir à la guerre pour aider son pays et sa mère qui dit gros, il n'y a pas moyen, c'est mort. Et ouais, je crois qu'il n'est pas majeur, hein, il me semble. Non, il n'est pas majeur, j'arrive. Ouais. Celle confirmée qu'il n'est pas majeur. Et globalement, il se passe pas grand chose. Effectivement, il y a un moment où il demande à sa mère si son ami peut venir. Donc c'est bien une nana parce qu'elle lui demande oui, c'est ta petite amie, etc. Non, c'est juste une copine et tout. Je me souviens pas exactement du reste du film parce que tout ce dont je me souviens, c'est que
À un moment, si lui, il bosse dans le truc. Effectivement, le centre d'aide. À un moment, il appelle, il a son ami au téléphone. Il doit aller la chercher à la gare, je crois, un truc comme ça. Il va la chercher, ils se posent tous les deux et enfin quoi. C'est ça. Pas, pas transcendant. Bon, c'est toujours sur fond de guerre, mais c'est vrai que Ouais. là, sur le coup, on n'a pas été ultra impliqué dans le court-métrage. Ouais, je pense Voilà, que si tu as le côté fond de guerre qui te reste énormément, peut-être que parce que donc elle vient de là où il y a eu la guerre, quoi. Alors que là où se passe le film, c'est plus tranquille, quoi. Et du coup, effectivement, quand tu sors de la guerre, juste te poser avec un pote, c'est déjà extraordinaire. Mais nous, on a juste vu la vision du pote qui veut aller à la guerre, mais qui n'a pas le droit, en gros. Donc, Pour ranger sa chambre avant. c'est un peu ça. Presque. Ouais, c'est un peu ça. Et ben, on avait fini pour la journée de lundi. Ouais, on a beaucoup de jours de retard. Mais Voilà, c'est pas grave. tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'était il y a 2 jours, mais c'était pas il y a 2 jours, c'était il y a 3 jours. Il y a 3 Parce qu'on jours. est en train de débriefer. Donc, passons à il y a 2 jours. Faut qu'on gagne du temps. Alors, le feu au lac, non, c'était bien. Le jour où j'étais perdu, c'était pas mal. Au Van Gruvan, c'était sympa. Les créatures de Kessederimen, Barrow, El Sol, c'était bien. Fairplay, c'était bien. Voilà, c'était F10. Je rigole. F10, ouais, le feu au lac, l'histoire d'un. Donc, mardi, on a commencé par F10 à Capitole. Et on a commencé par le feu au lac, Fire at the Lake de Menahem Pierre. Sachez que Kevin dit les noms en premier et moi je dis les prénoms en premier. Non, tu dis les noms en premier. Ah, c'est les Ils prénoms en mettent, premier. ils mettent les noms, ce Garantie. qu'ils mettent en premier, ils mettent les noms. Ah, oui. Non. Non, sur l'appli, ils mettent d'abord ils mettent nom, prénom en fait. D'accord, donc là, ok, d'accord. Je suis pas sûr, moi j'ai inversé. Ah non, je te dis, ils mettent les noms en premier On n'a pas la sur même, l'appli. ok. Un mot de haute montagne en début d'été. Félix descend de l'alpage où il surveille ses vaches et découvre le corps de sa vieille inanimée sur son lit. Sous le choc, il prend la fuite et roule plusieurs kilomètres dans la vallée pour se rendre chez un jeune homme qui vient de le contacter sur une application de rencontre. Ça résume bien le film. Ça résume, C'est ce qui se passe. Bien le film, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, petite histoire de fuite du deuil assez intéressante, plutôt bien filmée. Il y a des très beaux plans de paysages et la montagne et le contexte du lieu est assez bien utilisé. On sent une routine et une monotonie générale, mais quelque chose de serein quand même, qui vient être troublé par la mère de Félix qui meurt en préparant le thé. Il la retrouve donc sur son lit et il reçoit à ce moment une notification de Grindr lui disant Hey, y a moyen. Petit corps dénudé et tout. Voilà, et il s'en va en laissant le corps de sa mère sur son lit. Et va donc fuir ce deuil, fuir la réalité en allant s'envoyer en l'air avec un jeune citadin de passage. Que dire de ce court-métrage ? Moi j'ai bien aimé. C'est intéressant. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons. Et on sent... Il y a peu de dialogue, mais on sent le deuil et le côté taciturne du personnage principal face à un jeune garçon qui est plutôt assez curieux. Ça, le jeune est plutôt foufou, j'exagérais, mais comparé à l'autre, il y a quelque chose de plus énergique et de plus dans la découverte, parce qu'il explique que c'est la première fois qu'il utilise une appli, etc.
Et lui, on voit, il y a un moment où il lui dit ouais, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle machin. Le gars lui dit pas son nom. Tu vois. Ah ouais, je m'appelle. C'est vraiment. Et Tu vois qu'il n'a pas envie de donner beaucoup d'infos. Et je trouve que la manière de nous faire découvrir ce personnage principal est bien travaillée, quoi. Ouais, non, j'ai rien de plus. Il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est chouette. Sur le fait que la mère soit vraiment morte. Parce qu'il y a un moment où elle se réveille. Ouais. Et on sait, je suis même pas sûr à la fin que ce soit elle parce qu'on Je voit pense pas que le c'est un corps. cauchemar. Mais je pense que c'est un cauchemar. Mais c'est une chouette Bien pour le histoire rattraper, autour du deuil. Effectivement, il y a des chouettes plans sur la montagne. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que comme je suis originaire d'Islande, ça me rappelle le bled, quoi. On n'a pas le droit de parler de ses origines dans cette émission. C'est mes origines de cœur, ça compte. Hein. Ah, moi, je suis malgache. Bah, t'as le droit. Je ne te le conteste pas. Passons à le jour où j'étais perdu. Le jour où j'étais perdu. When I Was Lost de Adel Soufiane. Court-métrage français de 2023, fiction 29 minutes. C'est du tout neuf. Récent, hein. Ah oui, c'est récent de ouf. Ça date de maintenant, quoi. C'est vraiment, ils l'ont envoyé. C'est bon, on a fini en janvier. Ah, merde, 2023. Ah, l'année fiscale, elle est passée. Bonjour. Et la sonde Voyageur s'apprête à quitter notre système solaire au même moment sur Terre. Alain Dio commence à son premier jour de travail dans une grande entreprise automobile. Il revient de loin et vise lui aussi l'inconnu. Alors, faut dire que ça a été coécrit donc par Soufiane Adel et par Yacine Knia qu'on a reçu dans Tout d'un cours la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, qui nous a parlé de ce film, qui a dit j'ai coécrit ça, mais je suis très curieux de le voir parce que je l'ai pas encore vu. Donc nous on l'a vu, c'était cool, c'était très cool. On a eu la confirmation ce matin de Soufiane Adel, donc on le reçoit demain à midi pour en discuter, mais on va déjà vous donner un peu notre avis. Je trouve qu'il y a plein de choses dans ce film. Ça commence par une scène dans l'enfance d'Alain Dio au moment où l'homme marche sur la Lune pour la première fois, et on sent que c'est un enfant qui a la tête dans les étoiles, quoi, qui est très intéressé par l'espace. Voilà. Mais plus que tous les enfants, quoi. C'est une vraie passion, et on a plusieurs plans qui se passent dans l'espace. On voit un satellite, on voit la sonde Voyageur, etc. Alors d'ailleurs, dans le film, les FX, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment très bien faits. Extrêmement beau. Moi, j'ai l'impression d'être dans un long métrage. Hein. Ah, non, c'est une beauté, mais... La sonde Voyager, on dirait vraiment presque des images réelles. C'est assez impressionnant. Ah ouais. Au point que je n'ai même pas capté au début que c'était de la CGI, en fait. Moi pas du tout. Je me dis mais attends, mais comment ils ont bossé, bref, il y a un travail de l'image qui est extraordinaire. Je trouve qu'il y a une ambition pour du court-métrage qui est assez impressionnante. Et par exemple, je crois que le début, donc on voit surtout le tout début, c'est une fusée qui décolle, puis on passe à la famille qui regarde la télé, qui voit justement le voyage vers la Lune, et ensuite on se retrouve dans l'espace, et si je me souviens bien, on descend sur Terre, et il y a un truc comme ça, un peu comme moi ça m'a rappelé le clip de PNL. ODD où on part de l'espace et
on arrive sur la Tour Eiffel. Là, on arrive sur un bâtiment de cité, je crois. En tout cas, sur un bâtiment. Ouais, Et j'ai trouvé cette arrivée là aussi très ambitieuse et très réussie visuellement. Ouais, plutôt bien faite. C'est la fatigue. Ah ouais, je suis éclaté. Faut qu'on arrête de regarder des séances en vrai. Ouais. Alors, donc résultat, on suit ce personnage qui va arriver à son nouvel emploi et moi j'ai été victime du quiproquo auquel il va faire face. C'est-à-dire, il arrive à son nouvel emploi et il passe par l'usine et donc il y a un mec de l'usine qui lui dit ouais, tu prends ton équipement, nanana, tu vas à la machine et puis tu demandes au sous-traitant si tu as besoin d'aide. Ok. Parce que c'est Alain Dio, donc c'est un homme noir, quoi. Et donc voilà, et en fait, c'est pas précisé qu'il arrive pour un nouvel emploi, enfin, ou sinon je me suis endormi à un moment, mais voilà. Donc je me suis dit, bon, bah ok, c'est son nouvel emploi à l'usine. Et on le voit en fait se balader dans les bureaux de l'usine où il y a les concepteurs et tout ça. Et il y a un mec à un moment qui est joué par Damien Bonnard. Damien Bonnard. Celui qui joue le flic dans Les Misérables. Et qui le voit au loin et qui lui fait faut vider la poubelle. Et là j'étais en mode ah ouais, c'est chaud quand même. Et en fait, à un moment, c'est-à-dire il se pose, il va vider, donc très gentil, il vide la poubelle, alors que c'est pas son taf. Hein. Et à un moment, il se pose dans un bureau, genre comme s'il kiffait un peu. Et moi j'étais en mode mais attends. En fait, il est gonflé quoi. Il est gonflé quoi. Il est perdu. Je comprends pas parce que c'est pas. Et en fait, après, j'ai compris que non, c'est vraiment son bureau. En fait, le mec, c'est une sorte d'ingénieur, concepteur, etc. Je suis un raciste. Mais oui, ça parle des clichés racistes et je trouve que ça parle aussi de la division raciale du travail parce que tu vas trouver normal que cet homme noir soit là pour faire le ménage et pas pour être le concepteur, le nouveau petit génie qui arrive dans la boîte, quoi. Alors que c'est ce qu'il est finalement. Et je trouve que cette manière d'aborder le racisme est vachement intéressante. Le personnage de Damien Bonnard va finir par comprendre du coup que c'est pas en gros un sous-fifre, c'est pas juste il est pas là pour faire le ménage, mais c'est son supérieur. C'est ça quoi. Et donc il va se sentir mal, etc. Il va essayer de s'excuser, tout ça. Qui représente son côté inquiet et perdu, qui est ultra intéressant. Où ils ont utilisé un effet 360. Incroyable ce plan. J'étais pas prêt à voir ce genre de plan dans un court-métrage. Surtout, c'est une très bonne utilisation d'un plan 360. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste 360, c'est vraiment... c'est-à-dire 360 en un plan 16:9, quoi. Ouais. C'est-à-dire on voit tout, on voit ce qu'il y a derrière, devant et en même temps. Et donc la caméra elle tourne comme ça en 360 en plus d'être à 360, elle tourne et lui se déplace en faisant des va-et-vient un peu inquiets. Voilà, et c'est ultra bien intéressant. Ça marche trop bien. Ça marche. Moi pendant le visionnage j'étais genre mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, c'est ouf quoi. Mais même le plan, il y a une GoPro qui est posée sur un bras mécanique, donc tu suis mouvement du bras mécanique et tout. Il y a des idées de plans vraiment incroyables. On demandera demain comment ils ont réalisé ça. Moi, je suis très curieux. En tout cas, c'est un film, on va pas vous en dire plus. Ça traite de pas mal de choses. Ça traite aussi de transhumanisme. J'étais pas prêt. Ça parle de technologie, d'avenir de l'humanité et surtout de transhumanisme en parlant de voitures. C'est assez... parce que c'est un concepteur de voiture. C'est un concepteur de voiture qui arrive avec un nouveau format de voiture qu'on voit vite fait, mais pas vraiment. C'est pas vraiment le propos. Mais voilà, ça parle d'humanité, de racisme et de transhumanisme. Et moi, quand tu me parles de transhumanisme, et surtout que c'est un discours sur le transhumanisme qui est plutôt intéressant. Et voilà, on vous laissera découvrir ça. On va passer, je pense, à la suite, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Kevin. C'est tout. On va passer à Ovan Gruvan de Carlson Lova et Audouard Théo.
La mine de fer de Kiruna, en Suède, l'une des plus vastes au monde, ronge les sous-sols de la ville. Menacée par les glissements de terrain, certaines habitations imposantes du centre doivent être déplacées d'un bloc en un lent et majestueux balai saisi par 2 cinéastes, architectes d'un paysage D'accord. urbain en perpétuel mouvement. D'accord. Ok, c'était trop cool ce C'est cours. impressionnant. C'était trop cool. En fait, Documentaire expérimental. il n'y a aucun dialogue, aucune explication. C'est rien. On entend rapidement des radios. oui, Tu vois, il y a des problèmes en sous-sol. Faut déplacer le bloc B vers le bloc C. Il y a une rue qui est plus praticable. Que des trucs comme ça, en fait, qui laissent penser qu'il y a un problème au niveau des terrains et qui sont complexes. Et en fait, tout le long du cours, on voit des maisons se déplacer. Mais c'est tourné de manière. Littéralement, comme si elles sont en train de se déplacer Ouais, d'elles-mêmes. en mode à tape une marche, tu vois. Et c'est incroyablement bien pensé et filmé parce que tout le long du cours, tu te demandes comment elle se déplace. En fait, elle se déplace d'une manière tellement fluide, elle glisse. Donc tout le long du cours, tu te demandes comment elle glisse en fait, comment il les déplace parce que c'est pas des maisons préfabriquées qui sont en mode qui se transportent sur des camions, tu vois, de base. C'est des maisons qui étaient là à la base en fait, qui n'ont pas été construites pour être déplacées à un moment ou à un autre. Ouais. Donc tu te demandes comment elle se déplace et surtout qu'il y a des plans où en fait à côté d'endroits qui ne bougent pas ou des gens qui les regardent et qui les voient se déplacer comme si, avec ce côté où on voit les gens hypnotisés par les maisons donne cet effet de tout le monde est en mode mais what the fuck et c'est plutôt très bien réalisé et très esthétisé. Il y a vraiment le mot balai va vraiment avec ça. On dirait c'est un balai de maison qui bouge quoi. Ouais, surtout que je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était des architectes. Alors j'essayais de retrouver l'information. Peut-être que c'est moi qui ai retenu n'importe quoi, mais en tout cas il y a un sens de l'esthétique parce qu'on commence sur des plans de juste des comment t'appelles ça, des lampadaires qui sont au sol et qui viennent casser le cadre comme ça, qui font des diagonales dans le cadre. Donc ils sont très esthétisés et en même temps qui racontent déjà cette question du glissement de terrain et tout. Je trouve c'est du beau cinéma quoi. Les maisons qui se déplacent, on voit d'abord des ombres en fait, donc tu comprends pas tout de suite que c'est une maison. Tu vois les ombres, tu vois un reflet dans une fenêtre et tout, et c'est presque un monstre, quoi. Il y a quelque chose qui tirait presque vers ça. Et effectivement, quand tu vois ces maisons se déplacer, il y a un truc d'incongruité. L'image qui est utilisée comme illustration, c'est 3 personnes de dos qui regardent une maison se déplacer et t'es un peu comme eux, quoi. T'es un peu genre estomaqué, quoi. Vraiment, tu regardes l'image, tu peux pas comprendre. Hein. Tu peux pas comprendre que... Tu vois juste une maison se déplacer. Ça n'a aucun sens ce que tu regardes. Et on ne saura pas comment les maisons se déplacent. Hein. Non, pas du tout. Ouais, toi, t'attendais à ce qu'il y ait une révélation. Moi, je m'attendais à ce qu'ils montrent... Non, jusqu'au dernier moment, c'est genre, ils cachent... Même, ils ont trouvé un talus de neige. Et donc, le dernier plan, c'est juste... on voit la maison, mais c'est vraiment caché. Tout ce qui est en dessous, c'est vraiment légèrement caché. On voit une voiture qui les suit, et c'est le dernier plan. Voilà. Mais c'est trop bien. Et c'est très joli à regarder. C'est très, c'est drôle, c'est très drôle et intriguant en fait. Et c'est plutôt bien filmé. C'est un truc comme vous en avez jamais vu pour moi. Hein. Donc c'est une belle expérience de cinéma. Passons à la suite. Ensuite, on est sur Las Criaturas que se derriten bajo el sol. Voilà, ce qui veut dire les créatures qui fondent au soleil, un truc comme ça, il me semble. De Ches Pérez Diego. Excusez-moi. Tout à fait. Je ne connais que lui. Nathalie, une femme trans, et sa fille Secreto rendent visite à Léon, l'ancien amant de Nathalie qui vit reclus au sein d'une mystérieuse communauté fuyant le soleil. Ces retrouvailles réveillent chez Nathalie le souvenir d'une relation toxique et violente. C'est bien. Il y a... Alors c'est bien, mais vraiment le synopsis là, déjà ouais une femme trans, d'accord, ok, j'avais pas. T'avais pas capté ? Ouais, je vois pas pourquoi il y a besoin de le préciser dans le scénario parce qu'on n'en parle pas, j'ai l'impression dans le court métrage, mais c'est peut-être que moi. Hein, ok. Au sein d'une. Alors. T'es quand même dans une communauté trans quoi. Communauté trans ? Ouais. Le groupe de personnes, qu'on voit, c'est des femmes trans, il me semble.
Non. Ah non, c'est rien à voir. C'est vraiment une communauté qui fuit le soleil. Il n'y a aucun rapport. Ouais, mais t'es sûr que c'est pas du tout mis en des avant. personnes trans? Bah, ils en parlent pas et c'est pas mis en avant. Non, ils en parlent pas, mais il me semble que c'est le cas. Bah, désolé, je suis Non, et peut-être que je dis n'importe pas quoi. transphobe et résultat, j'ai pas visité les trans. Excusez-moi. Il n'y a pas besoin d'être transphobe pour voir que des personnes sont des personnes trans. Attends, on est toujours en live parce que après hier, ouais, mais moi c'est pas le sujet. Et en plus, vraiment, j'ai vu. Moi, je voyais juste une communauté. Kevin, t'es transphobe. Non, en vrai, bon, on va en parler quand même un moment de l'histoire. Bah, tout est dit dans le synopsis et en vrai, il y a des trucs ultra intéressants, mais il y a des trucs que j'ai pas dû comprendre en fait. C'est un peu un slice of life de cette communauté. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'informations sur cette communauté. On voit pas trop comment ils vivent. Je sais que c'est pas le sujet. C'est Nathalie et sa fille. C'est ça. Mais voilà, en plus c'est dit très vite qu'ils fuient le soleil. C'est-à-dire, on les voit dormir avec des fenêtres ultra cachées. Et à un moment, il y a un plan qui était ultra bien et que Kevin aussi a beaucoup aimé. C'est en fait, les vitres sont plaquées en fait de bois et il y a une vitre avec juste un petit trou et dessus il y a une claquette qui soulève et qui laisse passer un rayon de soleil. Et en fait, après, il y a le personnage, l'ex-mari de Nathalie, qui essaie de jouer en fait avec le rayon de soleil en approchant sa langue du rayon de soleil. Mais quand il touche le rayon, bah, ça le brûle en fait. En fait, les rayons brûlent. Les rayons de soleil brûlent les personnes de cette communauté. On les voit en fait justement avoir des sortes de stigmates un peu partout sur le corps, qui les transforment un peu en côté un peu monstre, une communauté un peu de monstres. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il y a la question de la transidentité, parce que moi, je vois cette question du soleil comme comment la vie en société et la visibilité peut être un danger. Moi, c'est ça que je vois comme métaphore. Ouais, moi comme j'ai pas eu du tout, j'ai pas du tout capté que c'était une communauté trans. Moi, ça m'est vraiment passé au-dessus, quoi. Je me trompe, ça n'a pas l'air d'être le cas du. J'ai l'impression que c'est un sujet dans l'ex-mari dont tu parles, mais. J'ai l'impression que c'est un sujet en lisant le résumé, mais c'est un sujet que j'ai pas vu en regardant le cours. Tu vois. Pour moi, c'est là qu'est le sujet, c'est dans cette métaphore-là. Mais effectivement, le fond de l'histoire, c'est parce que notre narrateur, c'est l'enfant. Donc le fond de l'histoire, c'est la relation parent-enfant. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est pas la relation parent-enfant en mode qu'est-ce que c'est d'avoir un parent trans. C'est vraiment juste une relation parent-enfant. Ouais. Fenêtre plaquée avec un trou pour une étiquette, visage dans le sable, c'est tout ce que j'ai noté. Ouais, non, c'était sympa, mais c'est bien. Vrai que j'ai pas tout compris, donc moi, j'ai pas. C'est bien. Et sur la relation toxique, il y a une scène où ils sont en train de ken sur la plage. Visage dans le sable. Voilà, c'est ça. Où je trouve ça bien filmé parce qu'on est vraiment en empathie avec Nathalie. Où ouais, retourne-toi. Ouais, tu sens que c'est brutal, quoi. C'est vraiment. Fini le visage dans le sable ou dans des rochers, je sais pas, mais ça a l'air. Ça a l'air d'être toxique as fuck, quoi. Ces relations hétérosexuelles, hétéronormatives, avec. On est là vraiment pour le plaisir du mec et tu es vraiment en empathie avec elle, quoi. C'est assez lourd. Et puis le mec se barre après comme un lien. Ça a très bien filmé parce qu'effectivement on est en gros au-dessus et tu la vois elle, tu vois pas le visage du mec, tu vois quand il ramène ses mains sur elle, etc. Enfin c'est avec une belle lumière et tout, c'était très cool. Photo beaucoup, il y a une très belle direction photo. Voilà, alors moi je suis passé à côté, peut-être que vous ne passerez pas à côté du sujet, mais c'est vrai que moi je l'ai pas vu comme ça, donc voilà, j'étais premier. Ouais. Moi, je voyais des femmes et des hommes normaux qui avaient juste une communauté qui avait peur du soleil.
Donc voilà. Non, peut-être que j'ai extrapolé, hein, c'est possible. Non, mais peut-être que t'as pas extrapolé. N'hésitez pas à aller. Si vous êtes à Clermont, n'hésitez pas à aller voir la séance F10 et puis on en discute. Dans le chat demain. Ouais. On va passer à la suite parce qu'on a quand même pas. Ensuite, on passe à Fair Play de Zoel Ashkar. Esbacher. Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt à tout pour décrocher le jackpot, un cadre supérieur en fin de carrière qui veut se prouver à lui-même qu'il est encore en vie, 3 personnages en perte de vitesse sur l'autoroute de la compétition. Trois personnages, 3 points de vue, 3 situations différentes. C'était trop bien. Le résumé est juste, mais je trouve qu'il n'est pas clair parce que en fait, c'est 3 personnages qui participent à un jeu, chacun un jeu différent, et donc qui rentrent dans une compétition. Alors là, ils nous parlent plus de la compétition, mais ça dit pas clairement qu'ils sont dans une situation pure de compétition. C'est ça. Où c'est vraiment le cas, c'est-à-dire le gamin, il va jouer à Chop Chop Chop. Le couteau fait chop chop chop. Mes doigts, c'est que j'ai mal. Qui est un challenge TikTok que vous devez connaître. TikTok, mais c'est un challenge TikTok qui n'existe pas, mais c'est un challenge. C'est inspiré d'une vraie musique et d'un vrai challenge. C'est le jeu des couteaux où on tape entre les doigts. Ça. On a un employé de bureau qui font des chaises musicales et donc en plus il y a tout un aspect sur la grossophobie et sur le look. Parce que en fait le gars est choisi en dernier par les équipes. Il montre clairement que voilà, sans raison en fait, il laisse penser que c'est parce qu'il est gros et un peu moche. C'est ça, oui. Et le dernier qui est en train de faire un concours le dernier qui lâche sa main, sauf que cette fois ils mettent la bouche sur une voiture pour gagner la voiture. Et ce qui est très intelligent, c'est que le court-métrage commence sur un plan dans un appartement avec la télé et il y a un extrait du jeu Le Juste Prix, la version avec Vincent Lagaffe. Donc on commence pour dire voilà. Ici, on va parler de jeu, on va parler de compétition, et c'était le juste prix en mode deviner le prix de la voiture, etc. C'est ça. Et que dire de ce cours C'est trop bien. C'était voilà très quoi bien. Dire. C'est trop bien. C'est très dynamique. C'est un récit choral, résultat qui est plutôt bien géré, qui parle de la même chose dans des milieux et des situations différentes, à des âges différents. Et ça finit on vous laissera. Tu vois comment la compétition, ça va attiser le pire de l'être humain finalement. C'est 3 situations dans lesquelles on va creuser là-dedans quoi. L'envie de faire plus et d'être le meilleur. Ça me rappelait, moi, ça m'a beaucoup rappelé Les Nouveaux Sauvages, un peu dans la réalisation et alors moins dans la réalisation, mais plus dans le propos et comment c'est présenté dans ce côté choral anthologique. C'était plutôt une bonne surprise. Moi, je sentais bien ce court-métrage. Et, tu sentais mieux que moi-même. C'était, ça avait l'air bien. Hein. Moi, j'aimais bien. Et en fait, résultat, c'était super bien. C'était très cool, très prenant. C'est très rapide, ça dure 17 minutes. Comme c'est 3 histoires en plus, ça fait des histoires assez courtes. Et ces 3 histoires qui sont en montage alterné, qui sont assez intéressantes. Et on se prend au jeu, en fait. On se prend au jeu de la compétition avec les personnages. Voilà, plutôt une bonne chose. Donc en soi, F10, plutôt une bonne sélection. On ne saura vous
trop vous conseiller d'aller voir F10. Avec la chanson qui reste en tête, le couteau fait chop chop chop. Le couteau fait chop chop chop. On l'a retrouvé. On a trouvé la musique et c'est une vraie musique d'un vrai défi. Tout à fait. Et pas d'un vrai défi, mais pas d'un défi TikTok. Faut pas que les gens de TikTok voient ça. Mais du coup, c'est très crédible comme truc. Ouais, c'est un truc qui marche. Ensuite, on avait vu J'ai oublié de dire un truc. Il y a beaucoup d'inégalités dedans, il y a beaucoup de trucs injustes, il y a des trucs qui m'ont un peu vénère, mais ça marche, c'est dans le but de le vénère. Ouais, c'était juste ça, on n'a pas trop parlé du scénario, c'est plutôt assez court, donc voilà, on vous laissera en juger par vous-même. Ouais. Ensuite, on a regardé TNUA, c'est-à-dire les films de l'école nationale, l'université nationale de Taïwan, la section, la section art, j'allais dire animation, mais il n'y a pas que de l'animation. S'il y a beaucoup de films d'animation, il y a beaucoup de films tout court dans cette séance. Ça a commencé avec Make a God de Hong Wan-yu et Jian Jia-zen. Animation de 5 minutes, c'était le truc avec les yeux. Dans le cercle magique d'une espèce supérieure, une créature, pas comme les autres, fait son apparition. Que va-t-il leur arriver ? Donc c'est un court métrage d'animation en stop motion fait en laine et en tissu. Moi je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup le résultat que ça peut donner. Et résultat c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire donc d'un dieu qui va d'une créature supérieure qui va créer une autre créature en faisant des sacrifices ou je sais pas quoi. Cette créature va lui prendre, alors c'était une créature qui avait tous les yeux, va lui prendre tous les yeux qu'il y a sur sa tête grâce à des pouvoirs random. Voilà, c'est un pouvoir, il n'y a pas d'explication. Et va aller distribuer ses yeux à tout ce qui existe sur la planète. C'est ça. Ce qui va en fait créer l'omnipotence de yeux partout, littéralement. Donc il voit tout, ressent tout, et c'est assez psyché, c'est assez original, et ça marche bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est sympa, ça dure 5 minutes. On reste pas trop longtemps sur les animations parce que c'est toujours un peu plus compliqué. On vous dit juste si c'est bien ou pas, mais c'est bien. Voilà, Make a God, c'était très cool. Ouais. Ensuite, on a vu LUA. Ouais, en réalité, ils l'ont diffusé à la fin. Et tout, je pense que c'est l'appli qui déconne. Donc c'est un film de Tong Chin, pareil, fiction, 5 minutes, animation. Des vagues géantes emportent avec elles le sable. C'est le chant funèbre du ferry. L'eau déferle au gré des vagues, tel un corps indestructible. Elle emmène avec elle toute chose vers le nord. C'est l'histoire d'un garçon qui se réveille au milieu de nulle part dans une sorte d'océan fantasmagorique avec un trou dans la poitrine, et en fait il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est, et va donc faire la première chose qui va lui venir à l'esprit, suivre les autres espèces animales ou autres qui ont un trou dans la poitrine, et on va le suivre dans cette quête-là. C'est une animation en 2D, très colorée, très beau, avec beaucoup dans des couleurs genre donc marine, du vert turquoise, de tout ce qui rappelle un peu l'eau et ce genre de choses. Attendez, je regarde si j'ai... Tu regardes si tu as des notes ? Ouais, c'est le dernier, donc c'est ça. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai en Ouais, moi je trouve ça, alors en tant que psy, je trouve ça toujours intéressant le truc du trou, parce que c'est le trou à combler, comme métaphore du désir, de qu'est-ce qui va nous pousser, nous driver, etc. C'est toujours intéressant, mais voilà, c'est fiction d'animation très cool. Très courte. On passe à Fading Light. Oh là là. Alors, je sais plus là. De Lee Edward et Ye. Alors que la démence de sa mère s'aggrave, Wei Ling décide de quitter la maison où elles ont toujours vécu, telle une fleur lointaine. Tout ce qui l'entourait va finir par s'envoler. Putain, on comprend mieux l'histoire. Alors, faut vous dire que sur les séances TNUA, c'est-à-dire les séances de l'université de Taïwan, il y a des films où on comprend rien, où vraiment on a l'impression d'être deux gros débiles. On se dit, mais j'ai pas compris le film, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on n'a pas compris, mais on n'a pas compris. En fait, en plus, c'est un montage en alterné. C'est pas très. Il n'y a pas de.
n'y a pas de repère temporel pour dire à quel moment tu changes, en tout cas s'il y en a un, je l'ai loupé, à quel moment tu changes de moment, parce qu'il y a ce moment où il y a il y a un moment où il y a la mer qui est en train de sombrer dans la démence, et un autre moment où en fait ça se passe après et ils sont en train de quitter la maison, donc ils prennent des photos de la maison, sortent des meubles, tout ça, et en parallèle il y a cet autre truc. Donc c'est très beau, mais c'est vrai qu'on était un peu perdu par rapport à ce montage en alterné, ce qui fait on avait du mal à comprendre qu'est-ce qui se passait, Alors vers la fin, on comprend petit à petit que c'est la mère qui est en train de mourir, qui est en train de... Et que du coup, il quitte la maison et tout, mais c'est vrai que c'est difficile à suivre. Tellement il y a les danseurs et tout, et tu comprends pas pourquoi il y a d'autres personnages. Ça prend des photos, mais du coup, effectivement, est-ce que c'est avant, c'est après? C'est assez confus. Pour moi, c'était assez confus. La maison est un peu étrange. Il y a beaucoup de baies vitrées, beaucoup d'étages avec beaucoup de pas de balcons, mais de mezzanine, et c'est entouré d'une sorte de forêt un peu style mangrove. Donc il y a des arbres qui sont un peu collés aux vitres, donc des arbres un peu de la mangrove qui sont collés aux vitres. Le lieu est très beau et voilà, c'est assez léger à regarder, mais nous on est un peu, on a eu un peu de mal à comprendre, mais on a vraiment, je pense on est fatigué en vrai. Déménagement ou deuil, voilà, on voit montage en alterné, tu vois, toutes mes phrases, en fait, toutes mes notes se finissent par un point d'interrogation en mode je suis pas sûr, mais en lisant le synopsis, c'est un peu plus... Ah ouais, alors ma dernière note, je vous l'ai dit, un texto, c'est marqué j'ai rien compris, je pense que je suis con. C'est la dernière note sur ce film. C'est vraiment... c'est vraiment... C'est un bon résumé pour moi. C'est un bon résumé. Le film suivant, c'est Picnic Panic de Sarah Foster. Fiction de 3 minutes, animation aussi. Après une journée pluvieuse, deux sœurs décident d'organiser un pique-nique. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Mais rien ne se passe comme prévu. Quelle solution vont-elles trouver? J'ai envie de dire, c'était mignon. C'était mignon. C'est tout ce que j'ai marqué dans ma note. J'avais marqué, c'est mignon. Je sais pas si j'ai envie de dévoiler le plot ou pas. C'est trop court pour qu'on en parle. C'est mignon, c'est un peu drôle, c'est un peu cartoon à l'ancienne. Oui. C'est très cartoonisé et voilà, c'est pas grand chose. C'est l'histoire d'un pique-nique. Voilà. Oui. C'est tout ce qu'on peut dire. Un pique-nique qui est remis en cause par la pluie et du coup, voilà, quelle solution va être trouvée? Voilà, c'est vraiment trop court pour qu'on en parle sans dire tout ce que ça implique. Voilà. Une animation un peu en dents de scie, mais ça peut aller en soi. Ça restait mignon, quoi. C'était pas le propos, l'animation et la mise en scène, quoi. On passe à Mirage de Jing Zwan Wang Yu Ting. Désolé, pardon. Alors que tout semble perdu, deux adolescents qui se sont écrasés avec leur vaisseau trouvent un mystérieux détecteur dans une épave. Une nuit, attiré par une lueur étrange, l'un d'entre eux se met à poursuivre un navire fantôme. Voilà, tout est dit, en fait, c'est pareil. Très bonne animation, ça me rappelait un peu Open Star Racer croisé Mad Max. C'est une histoire ultra courte, tout est dit dans le synopsis. C'était très cool. Voilà, ça va être très rapide. Hein. TNUA, c'est bon. Ça dépend des films, on va dire. Ça dépend des films. Il y a du très court d'animation et du plus long. C'était très... Ouais. Oui, c'est ça. C'était très cool. Il y a des plans assez intéressants. L'animation est plutôt intéressante. On a plein de styles d'animation, hein, vraiment. Ah oui, complètement. Que ça soit Make a God, LUA, Picnic Panic ou Mirage. Mirage qui est en 3D, d'ailleurs. Ouais, c'est de la 3D. C'est des styles, des DA très différentes, avec des animations très différentes. Et il y en a certains où je me disais, j'aurais bien voulu voir un format long avec cette animation-là. Ouais, je suis plutôt d'accord. On passe à la suite, c'est No Flower or Season de Yu Sha Swan. Désolé. Ah oui, putain, il était bien ce film.
Une jeune étudiante vit chez sa grand-mère dont la maison sert de salle de jeu clandestine. En manque d'argent pour financer son voyage d'année, elle se retrouve à la merci de voisins sournois, devant parfois choisir entre ses principes et ses désirs. Enfin, Alexis, ça l'a énervé le film. Alors, ça m'a énervé, mais ça m'a énervé, c'est pas le film. Pas le film, non, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui m'a énervé. Ouais. C'est exactement le genre de truc où j'ai envie de casser mon écran en fait quand je le vois. Ah ouais Moi j'ai juste eu envie de jouer au Mahjong perso. Mais Alors j'ai eu envie de jouer au Mahjong, mais je sais pas jouer au Mahjong. En fait, moi ça m'a surtout dit j'aimerais trop apprendre à jouer au Mahjong parce que j'aime bien le poker et j'aime bien les jeux asiatiques et je me suis dit ouais c'est du poker tu vois en vrai. Parce qu'effectivement on a une ado qui habite chez sa grand-mère et sa grand-mère fait des parties de Mahjong quoi. Elle héberge des parties de Mahjong et donc la petite elle aide, elle fait le service quoi globalement. Ah tu veux à bouffer, je vais te faire tes courses machin. Elle est un peu là-dedans quoi. Je crois que ça a l'air d'être une sorte d'auberge un peu chez eux, non? Il y a l'air d'avoir plusieurs habitants. J'ai l'impression que c'est juste une résidence en fait. D'accord, ok. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et l'autre, elle les accueille chez elle ou dans pour jouer, ouais. Ouais, il y a plein de trucs qui m'ont vénère, donc on va commencer par un truc, c'est-à-dire la relation grand-mère petite fille. La relation grand-mère petite fille, balayette la grand-mère, putain. C'est une relation abusive. C'est vraiment le truc autoritaire de. Le truc qui m'a vénère, c'est le première note que j'ai, c'est donc a fait le service. Elle est pas payée pour ça. Enfin, ça laisse pas penser qu'elle est payée. A fait le service en mode. Non mais attends, a fait le service. Elle est pas payée pour ça. C'est a fait le service parce que c'est sa grand-mère qui gère le truc. Ouais. Et sa grand-mère a l'air de pas gagner d'argent dessus. Elle a l'air de gagner de l'argent en fait juste elle-même en jouant au jeu. Ouais. Et donc elle a fait le service, elle a fait le thé et tout, elle a fait la boniche en fait. Et donc elle apporte le verre à une nana et la meuf lui donne un gros pourboire. Et la grand-mère en fait juste après a fait donne-moi ton argent. Ouais, elle la prend dans un coin quand même. Tu vois, elle dit c'est pour toi plus tard. Voilà. Ouais, mon cul, elle a acheté d'autres trucs avec. Putain, ça m'a vénère. C'est une grand-mère qui est addicte au jeu. Elle est addicte au jeu. Du coup, qui perd plein de thunes. Ouais. Moi, ça m'a rappelé parce que moi, ma mère est arrivée en France pour aider, je sais plus, une tante à elle, un truc comme ça. En fait, il y a plein de gens qui ont... en fait, ça m'a fait penser à ce qui n'est pas exactement l'histoire de ma mère, mais il y a des gens qui vivent ça en version plus hardcore, qui sont même qui arrivent en France en tant que servante, mais pas payées. Donc en vrai, c'est de l'esclavage moderne, tu vois. Ouais. Et ça m'a rappelé un peu ça. Alors c'est un peu différent parce que là, c'est une histoire de famille. Mais ça me rappelle un peu ce truc de... tu vis pour servir, quoi. Alors, c'est pas exactement l'histoire de ce personnage, parce qu'elle est étudiante, en vrai, même si on la voit pas étudier. Et elle, ce qu'elle veut, c'est... oui, mais on la voit pas dans ses études, je veux dire. Elle veut faire un voyage scolaire, en fait. Et elle sait que c'est un truc très important dans son parcours si elle arrive à faire ce voyage scolaire, quoi. Socialement et vis-à-vis de... Donc effectivement, elle met de l'argent de côté. Du coup, quand sa grand-mère lui prend le pourboire, pour elle, c'est grave. Surtout qu'elle demande à sa grand-mère de payer le voyage. Et sa grand-mère dit « j'ai pas d'argent, machin ». Et au tout début du film, il y a, je crois que ça doit être le personnage féminin, justement, qui donne le pourboire, qui dit « oui, ta mère est pas là » ou un truc, et qui parle de sa mère. Donc tu sens que... C'est pas une situation normale qu'elle soit chez sa grand-mère, c'est la situation actuelle qui fait que voilà, elle doit être chez sa grand-mère et c'est vrai que c'est pas incroyable cette relation parce que c'est une grand-mère qui est autoritaire, qui va dire fais pas ci, fais pas ça, machin, et qui respecte pas les limites en fait de sa petite fille, quoi. Qui estime que parce qu'elle est grand-mère et elle c'est la petite, voilà, elle peut en faire ce qu'elle veut globalement. C'est ça. Notamment à un moment, donc elle a une cage d'argent, elle donne un moment, elle achète un aspirateur. La grand-mère, elle lui fait combien ça m'a coûté, ça te regarde pas. Et elle voit qu'il lui manque un peu d'argent, mais pas de la cash officielle en fait. Ça m'avait vénère. Et surtout, elle a fait un truc incroyable, c'est que la grand-mère, elle a perdu à un moment. Et donc, elle avait la petite fille, la lycéenne avait mis de l'argent, énormément d'argent de côté, donc pour ce voyage dont on parle. Et en fait, la grand-mère était pas en veine la veille et a pris tout l'argent de sa petite fille et était en mode non, mais en fait c'est à moi, c'est mon argent, c'est pas le tien.
Voilà, c'est que des trucs comme ça. Ça m'a vénère. Là, la grand-mère, je l'aurais vue, je l'aurais balayée. Je suis désolé, c'est un truc. En fait, ça me rappelle, moi, ça me rappelle des trucs qui me sont arrivés. Donc, c'est un truc, cette injustice de. Tu te casses le cul à faire quelque chose, à gagner de l'argent, et il y a quelqu'un qui a une forme d'autorité par rapport à toi qui vient te prendre tout ce que tu as gagné à la soirée de ton fond. Moi, ça m'a vénère. En plus, j'ai trouvé ça ultra triste parce qu'il y a pleure après, c'est voilà. Et après, et ça finit. Alors, je vous spoil, mais c'est juste parce que elle dit un truc après, genre, elle se retrouve à devoir jouer au mahjong contre sa grand-mère, et sa grand-mère, elle ose dire un truc qui m'a révolté. Elle la regarde dans les yeux, elle fait sois gentille avec moi. Je vais tout te prendre, ton dentier, ta béquille, je vais tout te prendre. Ah, ça m'avait énervé. Désolé, ça m'a énervé. Je trouve ce film très bien. J'ai apprécié le regarder. J'aurais aimé même en voir plus. Je trouve que c'est trop bien joué. En vrai, c'est très bien joué. J'ai pas plus prêté attention à ça parce que j'étais juste pris dans le film, en fait. Mais c'est la petite étudiante joue bien. Il y a d'autres personnages, la grand-mère et tout, qui sont bien campés aussi. La grand-mère joue bien. Enfin, c'est ultra crédible. Enfin, t'es pris dans le film, quoi. Vraiment, on vous a rien dit du court-métrage. C'est un court de 30 minutes. C'est il est très agréable à regarder, très cool à regarder. Les personnages sont bien campés, et, comme il dit. Et c'est ça qui m'a d'autant plus révolté, c'est que j'y croyais de ouf. C'est que j'étais vraiment dedans, moi, pour ma part. Et ça m'a énervé de fou. Et c'était très bien tourné. Et les personnages sont attachants et drôles. Et on y croit, quoi. Voilà. Ça, c'était No Flower or Seasons. Et on passe ensuite à Auction. Il y a 10 000 films dans... Ah non, il y en a plein. Auction, petit film d'animation autour des ventes aux enchères. Donc, la plus grande vente aux enchères de l'univers arrive bientôt. Lee and You. Ouais, pardon. Les objets qui seront mis en vente à cette occasion proviennent tous d'une civilisation du système solaire. C'est-à-dire que le tout début du film, on voit un vaisseau spatial qui va projeter un rayon sur la Terre, une planète qu'on reconnaît être la Terre, et donc qui récupère des objets qui vont être vendus aux enchères. Par exemple, le premier objet, c'est un toilette. Voilà. C'est un toilette. C'est le seul objet qu'on voit d'ailleurs. Ouais. Et donc, les gens font des enchères et... je n'ai pas envie d'en raconter plus. C'est des enchères autour. C'est des extraterrestres qui font des enchères autour d'objets banals, civilisations qui sont les terriens. Voilà. Alors, ce qui est quand même très marrant, c'est que le stop motion, on dirait que toutes les créatures ont été faites avec les objets qu'il avait sous la main et pas vraiment réfléchis, en fait. Il y a un truc qui a un sneakers. Par exemple. Un truc, c'est un sneaker. C'est-à-dire pas à vendre. De la pâte à il y a un des extraterrestres qui est un sneakers. Mais littéralement, il y a l'emballage avec. Tu vois. Vraiment, on dirait vraiment, il a pris tout ce qu'il avait sur son bureau et il s'est fait, je vais faire des créatures extraterrestres. Ça marche. Ouais. C'est vraiment... Et ça marche, j'étais en mode c'est n'importe quoi. Mais ça marche aussi. Mais résultat, ça crée des créatures assez vraiment cheloues, quoi. Qui n'ont pas vraiment de sens logique, même si c'est des extraterrestres. On passe à My Little Hedgehog, mon petit hérisson de Yu Wan Shen. C'est Sonic le film, je connais ça. Animation fiction 6 minutes. Je sais pas pourquoi il précise fiction. Manan et Hérisson vivent ensemble dans une petite maison confortable. Un jour, un hérisson casse une assiette sans le faire exprès. Manan va-t-elle lui pardonner ? Voilà. Okay. C'est une animation très douce. Je crois que c'est fait avec de la pastel. Si je me souviens, attendez, je regarde. Il n'y a pas l'image et j'ai du mal à me souvenir du film. Je crois voir à peu près, mais. Mignon, on fait des créatures avec ce qu'on a trouvé dans le tour. Ça parle du marché spéculatif, celui d'avant. Incline le coq. Non, ça c'est pour après. Ok, non, j'ai rien de plus. Voilà, c'est. Petite fiction d'animation. Petite fiction. Tout est dans le synopsis, c'est assez mignon et je crois que c'est fait avec de la pastel. C'est très court ce qu'on vous fait là, mais on n'a pas grand chose à dire. Je me souviens plus trop en plus. Moi non plus, très franchement. Je me souviens plus trop en vrai. On a eu des absences. Alors qu'ensuite, on passe à Strikeout, le film de Yanxi Chen et Lin-Chia Wei. Fiction d'animation, il y a beaucoup de fiction d'animation courte, donc du 5 minutes ici. Un adolescent rencontre son moi enfant face à la pression de la réussite. Que sont devenus ses rêves ? Je ne me souviens pas.
Donc, c'est un film qui raconte enterrer ça parle de passage à l'âge adulte et aussi de la vieillesse, de la gloire du passé qui deviennent juste le passé. En fait, c'est un mec qui faisait du baseball et qui se retrouve à. Ah, c'est ça, ok, c'est bon. C'est un mec qui faisait du baseball et qui se retrouve à se faire le bilan de sa vie en se rendant compte que il est vieux et qu'il est plus aussi doué au baseball que quand il avait 15 ans et qu'il a envie de tuer cet enfant de 15 ans pour passer à autre chose. Voilà, pareil, animation plutôt quali, une histoire très intéressante. C'est chouette. C'est très abstrait comme vision parce qu'il finit par parce que ça commence où c'est lui qui est en train d'enterrer quelque chose. C'est ça. Voilà, et il finit par attaquer son soi enfant. Son soi enfant, à coup de batte de baseball. Hein, c'est assez. C'est voilà, violent. Tuer l'enfant en soi. Voilà, c'est un peu ça l'histoire du film. C'était un peu ça. Voilà, rien d'autre à dire. Plutôt cool aussi. C'est que des petits cours, donc on n'a pas grand chose à dire sans trop dire tout ce qui se passe dans le cours. C'est ça. On passe à Rooster, The Rooster, le coq de Hong Myo. 量身即是，新郎杨家生来引起新娘做红霞，放鞭炮。Dans un village au nord de Myanmar, Hongxia, une jeune birmane de 12 ans, doit épouser un Chinois au Yunnan. En Chine, le moment venu, le marié est alité et ne peut pas assister au mariage. Hongxia doit donc accomplir la cérémonie du mariage avec un coq. Oui. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. L'histoire, c'est ça. On doit marier cette fille, donc une toute jeune fille avec un mec que j'imagine être plus vieux. C'est ça. On voit pas le mari dans le film. On comprend à la fin que c'est un mariage arrangé. C'est ça. Ça nous dit pas tout de suite. Alors nous, on oublie les synopsis, donc résultat, on était en mode qu'est-ce qui se passe. On commence avec une jeune asiatique, une jeune birmanienne, je savais pas comment ça se passait. Qui est dans une sorte de tenue traditionnelle et qui attend quelque chose. Et puis, en fait, on comprend qu'elle va se marier, sauf que ils expliquent que le marié, il peut pas se déplacer, donc il va être remplacé par un coq. Donc on a cette scène où il y a tout le mariage qui se déroule, sauf que c'est un coq à la place du marié qui est tenu toute la cérémonie, par c'est en une mode... par Bon, alors les une mariés comment on dit, se penchent, s'inclinent, voilà. Ils s'inclinent vers le prêtre. Donc elle s'incline. Et t'as une dame qui porte le coq, qui l'incline un peu et tout. Et donc ils s'inclinent vers eux. C'est très lunaire comme scène. Ouais. Et c'est une vraie tradition, c'est un vrai truc qui existe. C'est lunaire. Et c'était très drôle et très étrange. Et en même temps, ça décrédibilise un peu un truc horrible qui est en train de se passer, parce que je pense que le résultat, elle a 12 ans et l'autre c'est un vieux vieillard en fait. Donc ça rend le tout comique alors que c'est quelque chose d'horrible qui est en train de se passer. Alors que vraiment la scène est drôle, quoi. Mais c'est horrible. Quand tu te dis c'est pas... Quand tu te dis elle a 12 ans et que l'autre c'est un vieillard gris, tu te dis ça enlève tout le reste un peu comique de la situation. Ouais, et c'était voilà, c'est là qu'on a terminé avec TNUA. Et s'il n'y a rien d'autre, on va passer à la suite qui était F8. Alors j'essaye d'avoir F8, mais j'arrive pas à avoir le programme de la séance, ce qui est dommage parce qu'il y avait plein de choses à dire sur F8. C'est l'application qui est en train de déconner là. Je vais faire ça parce que je me souviens que c'est le film, c'est la séance où il y a Bonne Soirée, mais je crois que c'était pas le premier, celui-là. Le premier, c'était pas le film. Je vais regarder. Le film avec les éboueurs là.
Le film. Ah oui, ah non, c'était pas le premier ça. Ouais, il y en avait un autre avant. C'était mardi. Non, on était mardi là à ce moment-là. On était mardi, tout à fait. Nous étions mardi au moment des faits. F8, Cocteau, séance complète. C'était Matapang le premier. Ah, Matapang. Ouf. Film belge. Ok. Ouais. Ok. Bah oui. Belge et français, ouais. Putain, l'affiche est incroyable. Ouais, très belle l'affiche. Très très belle. C'est un film de Léa Jade Orlier, fiction de 24 minutes. Marianne. Et je trouve donc c'est plutôt Marianne. Je trouve le nom bien trouvé par rapport à l'histoire. Une enfant de 12 ans née du tourisme sexuel survit dans le bidonville d'Angeles City à Manille. Décidée à s'en sortir, elle est prête à tout pour retrouver son père. C'était très cool. Hein. C'est très cool. C'est particulier parce que tu suis effectivement cette petite qui, on va dire, qui se sait française. Voilà. Elle sait que son père, c'est un Français, mais elle ne connaît pas son père. Effectivement, elle est née du tourisme sexuel, ce qui n'est pas explicite dans le film, mais tu comprends. Sa mère, en fait, on comprend que sa mère est une péripapéticienne. Oui. Et on comprend que son père n'est plus là et que son père a été probablement un client. En fait, on connecte un peu les fils et on comprend à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est pas frontal et c'est aussi très intéressant que ça soit pas frontal. On comprend aussi dans l'histoire que c'est intéressant de comprendre soi-même. L'oncle de Marianne qui a mis sa sœur dans la prostitution, et il commence à vouloir faire pareil avec sa nièce. Et il l'a fait chanter, enfin pas chanter, mais il lui fait un chantage. Il lui promet de lui remettre une copie du passeport de son père. Parce qu'elle veut savoir qui est son père. En fait. C'est ça. Et toute la problématique aussi, c'est... en fait, elle a besoin d'identification, elle a besoin de connaître ses origines. Il y a tout un jeu autour du fait qu'elle soit... c'est vietnamienne. Non, c'est Vietnam. Non, c'est Philippines. C'est Philippines. Qu'elle soit aux Philippines, mais qu'elle soit en partie française, donc d'où son nom Marianne. On la voit essayer de parler en français de temps en temps. Il y a toute une recherche et une quête d'identité. En anglais, mais du coup... Ça fait Marianne, tu vois, pour un public français, on comprend que y a une ref. Et il y a toute une quête justement de elle ne sait rien de son passé, elle veut savoir des choses sur le passé de son père. Et donc en fait, ce gros bâtard va lui donner une caméra et un sextoy. Alors moi, j'avais pas compris que c'était un sextoy direct, mais justement, moi j'étais en mode. Moi j'ai un esprit trop innocent. Vraiment, mais en fait, non, mais moi je trouvais que c'était. Alors je me doutais, mais moi j'étais en mode, je trouvais que c'était pas clair parce qu'il donne un sachet en plastique. Non mais attends. Il m'a dit après, on le voit. Il m'a dit après, attends, arrête de rire. Il m'a dit après, on le voit. Sauf que moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai juste vu, il lui a donné un sachet en plastique. Attends, et il me dit, il lui file une caméra, une caméra, il lui explique comment ça marche et tout, et il lui tend un sachet. Qui a la forme d'un god. Je suis désolé, ça a la forme d'un god. C'est pas clair. Non, mais vas-y, attendez, ça a la forme d'un god. Je suis désolé, non. Ça a la forme d'un god. Et il lui dit, j'imagine que tu sais comment t'en servir, un truc dans le genre. Mais je pensais que c'était plus subtil. C'est plutôt, voilà, on comprend où ça va, quoi. Mais oui, mais je pensais qu'il y avait subtil et que ça jouait un peu sur le fait que ça reste dans le sachet. Tu as le droit de... Non, il a pas sorti, mais la forme est plutôt... Mais non, mais vas-y. Est extrêmement suggestive. Vous êtes malsain. C'est une forme, c'est la forme d'un god. C'est un god qu'il y a dans le sac. Mais tu as le droit de garder ton innocence. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et résultat, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va la suivre avec la caméra, jouer avec la caméra, mais pas faire ce qu'elle doit faire avec la caméra. Tout à fait. Donc elle va suivre un peu la vie de son bled, suivre un peu sa mère. Et voilà, et essayer de vivre en fait, et puis je sais pas, vas-y, aide-moi Kevin. Et puis retrouver son père. En fait, je trouve que on sent vraiment la force du désir de retrouver son père, quoi. Et c'est
à un point qu'il y a un moment, la mère doit lui dire non, mais stop, quoi. Pour ton père, toi et moi, on est une erreur. Il y a rien. Il n'y a pas de moment où tu vas retrouver ton père. Et même sa mère finit par se dire, ouais, ça serait. Enfin, elle finit par apprendre certaines choses et à essayer de faire bouger un peu les choses, mais un peu en vain. C'est une histoire. Bon, c'était plutôt touchant. Hein, c'est triste quand même. C'est triste, c'est touchant. Les acteurs jouent bien. Oui. L'idée est vraiment bien utilisée. Et voilà. Je trouve que ça raconte bien différentes situations. Donc tu vois elle. En fait, elle est toujours dans je veux retrouver mon père. Donc elle face à son oncle, elle face à sa mère, mais aussi face à d'autres gens. Quand elle est dans l'église là où les gens disent ouais, tu te la pètes parce que t'es blanche, machin. Donc tu vois aussi puisqu'elle est métisse. Du coup, tu vois globalement quelle place elle a un peu dans tout ça, quoi. Et c'est difficile. Et tu es très en empathie avec ce personnage qui joue effectivement bien. Voilà. On passe à la suite ? Ouais. Donc on passe à Bonne soirée, Good Evening de Giorgini Antoine. Fiction de 23 minutes. Alex et Valentine rejoignent Tim, le petit frère de cette dernière, dans la maison de vacances familiale au bord de la mer. Tim prétend avoir découvert un campement de fortune dans le garage où serait installé un migrant. Alex et Valentine, qui ont compris le canular, décident de faire semblant d'y croire. C'est le résumé grandement. Ouais, il y a un truc qui n'est pas clair, je crois. Ouais, parce que quand tu lis le truc, tu dis mais comment en fait, le truc c'est juste qu'il voit le frère en train de préparer le canular. Globalement, c'est comme ça qu'ils comprennent que c'est un canular. Il le voit en train de préparer un setup, en train de sortir des meubles et de les descendre à la cave, parce que voilà, la porte de la cave et la porte d'entrée de la maison, c'est deux trucs différents. Parce que eux, ils sont arrivés d'avance en fait sur leur lieu de vacances. Et une fois arrivés, ils comprennent pas. Et en fait, le frère va leur dire ouais, je crois il y a un migrant qui s'est installé. Regardez, il y a le transat, un réchaud, nanana, nananir. Et eux, ils vont faire ok. Ils essaient de nous faire une blague. Vas-y, viens, on marche. Et on essaie de faire genre on n'est pas au courant. Et ils se disent ouais, toi, continue de jouer le connard en fait. Donc un des personnages en fait du couple, le mec va prendre le parti d'être un vieux connard réac de droite qui est en mode alors que derrière les deux autres sont en mode ouais non mais faudrait laisser faut faire quelque chose, le laisser, il n'y a pas à réagir. Et lui, il est en mode, bah oui, mais il faut quand même se méfier, c'est pas bien, fermons la porte, viens, on appelle la police. Et donc, ça va aller crescendo, en fait, et plus ils vont essayer de... Et va y avoir ce truc de... la blague, eux, ils vont essayer de tenir la blague, le frère va tenir la blague, et ça va aller crescendo de plus en plus loin, trop loin, en fait, au point que... l'autre qui doit jouer le rôle du connard, en fait, devient vraiment désagréable, mais joue vraiment toujours son rôle. Et sa copine qui est en mode, qui est en mode, ouais, tu penses que t'es un connard, ouais. T'es un connard, en fait. Et lui, il était en mode, bah non. Mais non, mais je jouais, chérie, et tout. Voilà. Et donc, c'est une situation un peu cocasse. C'est ça. C'est une excellente comédie, faut le dire. On a vu cette séance dans la salle Cocteau, donc la grande salle avec énormément de place. Donc tu avais toute la salle qui était hilar. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal moralement avec l'angle choisi pour aller rapidement, de faire du migrant hypothétique, hein, vu que c'est un canular, juste une blague, et que du coup en fait c'est dans l'histoire, c'est se servir de cette question-là du migrant pour critiquer tout un pan de la gauche bourgeoise, on va dire, pour aller vite, parce que c'est là que va aller leur débat avec plein d'autres trucs, hein. Mais en termes de comédie, c'est excellent. Et en particulier, je trouve le personnage de justement celui qui joue le mec de droite là, joué par Romain Cottard. Très bien, hein. Il est excellent. Vraiment, c'est un excellent acteur. Je trouve qu'il a un génie comique fou. Ils disent ouais, mais je crois que t'étais un self-made man et tout. Et il dit t'insinues que il dit ouais t'insinues et ils lui disent ouais ils insinuent que
il le prend en mode ouais, t'insinues que j'ai pas fait d'études, c'est ça et tout. Et il fait bah alors, je croyais que t'étais fier de cette origine de pas avoir fait d'études. T'es vexé? Il dit non, je suis pas vexé. Je suis pas vexé. Et il le fait tellement bien. C'est extrêmement juste. Et- Il y a une intelligence du rythme, autant dans le montage que dans leur jeu à eux. Voilà, c'est une très bonne comédie. Je sais pas si c'est pas, j'allais dire, l'une des meilleures comédies qu'on ait vues, mais je sais pas, c'est difficile de comparer. Il y a plein de trucs drôles. Hein. On reçoit tout à l'heure non, parce que la meilleure comédie qu'on a vue, la c'est vie celle au d'après. Canada, par exemple, c'était très drôle aussi. Ouais, mais c'est moins comédie quand même. C'est un La peu vie au moins- Canada, Ouais. ah, quand même, on se marre Ouais, quand même. moi je sais pas, c'est un peu plus dans l'émotion, un peu plus touchant. Ah, c'est tragicomique, C'est on va moins, dire, mais oui, là ouais. c'est comédie pure. Là, vrai. c'est vraiment comédie C'est pure. vrai, c'est et, vrai. et je trouve elle est très bien, mais la dernière de cette collection est vraiment incroyable. On va en reparler. Tu sais même plus de quoi c'est. C'est tu parles, le Non, mais chevet vénère. Ah là là. Ah bah oui. Ah là là. Mais voilà, ça fait partie des meilleures comédies. Il y a des trucs ultra intéressants. Je sais pas, je regarde rapidement mes notes. Ouais, il y a un voisin qui débarque, un voisin raciste qui est là en mode parce que moi je fais partie de l'association Voisins Vigilance. Clairement, si vous voyez un truc où il y a marqué Voisins Vigilants, c'est un quartier de racistes. Soyez au courant. Ensuite, j'ai des notes plus personnelles. Ouais, voilà. Donc voilà, très bonne comédie. On va passer à la suite. En fait, j'ai rien de plus de pertinent à dire sur ce court métrage. C'est un 23 minutes qui passe très facile et qui est très drôle, très dynamique avec un très bon rythme. La suite, c'est Rien d'important. C'est le titre du film de François Robic. Fiction de 20 minutes. Donc, on est dans la compétition nationale. Hein, donc, tous les films dont on parle sont français. Là. Le résumé, Gaël et Kéké, éboueuses du dimanche, abandonnent à temps le camion poubelle pour passer une journée qui leur ressemble. Ok. Alors, le résumé n'est pas faux, mais il n'est pas clair. il n'est pas clair. Moi, j'ai un peu de mal avec ce court-métrage, mais encore une fois, c'est peut-être que moi. Moi, j'ai trouvé que, en fait, c'est incroyable. Alors déjà, on va préciser, c'est un court-métrage en 1/1. Avec une utilisation. C'est un beau court-métrage. C'est un bon court-métrage. Une utilisation du 1/1 qui est vraiment millimétrée et très bien utilisée. C'est que des plans ultra beaux, avec une utilisation du premier, deuxième et troisième plan vraiment très bien calculé. Très beau, un bel étalot, des beaux plans, des acteurs mis en valeur. Mais pour ma part, le scénario, je suis pas rentré dedans. C'est aussi les dialogues qui m'ont un peu sorti, qui sonnaient un peu faux. Voilà, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a touché plus que ça. J'ai eu l'impression qu'on n'était pas. Il y avait quelque chose qui manquait de naturel dans les dialogues, qui coulait pas. J'avais l'impression que tout était un peu forcé. Et donc voilà, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, alors que tout était beau. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est même pas le scénario, parce que le scénario reste intéressant, mais c'est vraiment les dialogues qui m'ont fait ne pas être dedans. Voilà. Oui, je trouvais qu'il y personnel, avait certains dialogues qui sonnaient faux. Alors moi, je serais un peu moins général. Moi, je dirais plus qu'il y a une première partie où, où je trouvais que ça faisait très joué. Il y a une deuxième partie où, parce que en gros, c'est deux jeunes cousines qui vont passer un temps ensemble. L'une n'est pas au courant, mais vont d'abord faire une tournée vite fait avec le camion déboueur du daron de la cousine, quoi. Et puis qui vont passer leur journée dans le village, pour aller très vite, aller piquer de l'alcool à des vieilles et aller en soirée avec des potes, machin. Moi, je trouve que toute la partie soirée, je la trouve plus crédible, perso, dans les dialogues, dans le jeu et tout. Tu voulais dire un truc là-dessus ? Ouais, sur quoi ? Sur les vieilles ? Ouais, le truc sur les vieilles. Avons profité. À un moment, elles ont besoin d'alcool pour aller à une soirée, donc résultat, elles connaissent deux vieilles dans le coin qui sont un peu gâteuses. Elles vont voir les vieilles et en fait, elles se font passer pour des mecs de chez EDF, des gens de chez EDF,
pour lui faire faire pendant qu'il y en a un qui fait un faux sondage, l'autre fait genre elle va checker le compteur alors qu'elle va leur voler des trucs. Tout le monde a ri dans le cinéma. Moi, ça m'a pas fait rire en fait. Moi, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça nul. Alors, je le dis. Hein, à quel niveau tu veux dire? J'ai trouvé ça nul parce que en fait, je connais des gens qui subissent ça. Et donc, le fait qu'elle a fasse ça, c'est-à-dire, actuellement, je connais des gens, des vieux, qui se font malmener par des gens qui se font passer pour des gens de chez EDF, mais qui sont isolés et comme ils sont un peu gâteux, ils pensent tout ce qu'on leur dit. Le cinéma s'est esclaffé devant ça. J'ai trouvé ça horrible, moi. J'ai pas trouvé ça drôle. Et j'ai l'impression que c'était à volonté d'être drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, en fait. Moi, je pense que c'est la volonté. Alors, personnellement, il y a plein de moments qui vont faire rire une salle et où moi, je vais prendre les choses très au sérieux, même quand c'est de la comédie parfois. Bien pour moi. Moi, j'accepte que ce sont des choses qui arrivent où je peux même passer pour aigri parce que parfois, je trouve des choses très crédibles. Je comprends pourquoi ça fait rire. Mais effectivement, il y a derrière la comédie, souvent il y a des choses un peu dramatiques. Et là, c'était le cas. C'était pas. Moi, sur cette scène-là, j'ai surtout du mal avec c'est juste côté, cette scène qui m'a un peu choqué. J'arrive avec une veste déboueuse, le petit gilet jaune et bonjour, je suis EDF. J'ai du mal à y croire, mais bon, c'est perso. Hein. Moi, avec des vieux un peu gâteux, ça peut passer. Franchement, peut-être. Voilà, c'est ça qui m'a saoulé, c'est ce côté un peu. C'est juste ça. Ça m'a un peu révolté. C'est plus la salle qui m'a un peu révolté, mais je suis un vieux con aigri comme dit Kevin, peut-être. Moi, j'ai trouvé ça. Dès que tu t'en prends à des vieux, moi, ça m'énerve, ça me rend triste, ça me fait de la peine, et voilà. Et donc, ça m'a un peu. J'étais un peu en mode genre ouais, les gens, c'est pas drôle. Voilà, c'est mon petit message. Mais sinon, voilà, rien d'important. Ouais, mais c'est un beau film quand même. Je sais que je l'ai déjà dit. Oui, je sais. Quoi, tu veux que je te lance le... Merci, on va dire qu'on l'a entendu. Je sais même pas si c'est celui-là en plus. C'est soit ça, soit ça. Voilà, vous nous direz c'était lequel. C'est l'autre, c'est celui d'après. Non, on l'a remis. Ah putain, quel enfer. Les vieux, ma kryptonite. Les vieux, ma kryptonite, oui. C'est un peu ce qui s'est passé, moi. Parce qu'en plus, elles étaient mignonnes et elles jouaient bien les vieilles gâteuses. Donc moi, j'étais en mode, je trouvais ça horrible, quoi. Donc voilà, on va passer à la Tondex 2000, le dernier cours, et on va passer. Waouh! Quelle claque! Alors déjà le synopsis, on va vous le lire. Tondex 2000 de Leonetti. Non, on le lit pas? Non, il faut bien annoncer ce film parce que c'est un ovni. Voilà, c'est juste ce que je vais rajouter. C'est bon, c'est le premier. D'accord, c'était le premier. C'est tout. Je voulais juste préciser ça. Voilà, on parle de bons films, de très bons films, et on parle de films excellents. Et là, je pense qu'on est sur un film excellent. Donc Tondex le 2000, c'est bon, je peux y aller? Ouais, vas-y. De Leonetti, Jean-Baptiste. Sylvain, un vétéran de l'opération Pamir en Afghanistan, vit de petits larcins. Il croise la route de Nathalie, une grande bourgeoise déclassée qui lutte pour maintenir à flot son entreprise de tondeuse à gazon. C'est compliqué parce que c'est compliqué. Moi, je sais. Non. Le personnage de Sylvain. Attends, non. C'est un peu comme le personnage de Benoît Poulvord dans C'est arrivé près de chez vous. C'est-à-dire que c'est un personnage croisé avec Hitman qui sort de l'ordinaire et t'as envie de le suivre, mais dans tout ce qu'il veut, tu vois. Tu fais Sylvain fait de la cuisine, tu regardes, tu vois. Et il est extrêmement bien campé, mais extrêmement bien campé. Il y a une présentation, surtout sur les premiers plans, où il est dans sa tente et quand il ouvre les rideaux pour sortir de sa tente, il y a quelque chose de très majestueux, très impressionnant, très César. Et il sort, il est à moitié à poil, il s'habille et il va à un arbre où il a mis des matelas et il donne des coups dans le matelas avec son pied, mais que d'un côté. Alors ça j'ai trouvé ça drôle parce que l'autre côté il y a un filet, mais les résultats il s'entraîne que d'un côté pour les pieds. C'était très drôle. Il donne des coups vraiment vénères et puis il s'en va. Voilà, et on découvre un personnage. C'est un ex-légionnaire, voilà, d'origine polonaise, légion étrangère, et il y a des moments où il parle.
il me semble, j'espère de ne pas confondre avec. Mais il parle de ce côté, de ce qu'on fait un peu des ex-militaires, de quelle est leur place un peu dans la société, etc. C'est ça, c'est très léger, mais en fait, c'est très ça paraît secondaire, mais il parle. C'est parce qu'il dit beaucoup d'informations, il parle très vite. C'est quelqu'un qui est ultra premier degré. Il campe un personnage il campe un personnage très fort, très puissant, mais celui qui donne la parole, celle qui lui donne la parole aussi est un personnage ultra puissant. Ouais, et qui va avoir aussi ses instants de jeu. Enfin, c'est un film qui est très bien écrit. Salut. Et je pense que très franchement, j'ai pas le nom de l'acteur, mais je serais pas surpris qu'il ait le prix Adami qui est donné, qui est remis aux comédiens. Le niveau de jeu est extraordinaire. Tu disais d'ailleurs qu'il était aussi producteur du film, c'est ça ? Producteur du film, et c'est en fait, en vrai, des gens viennent d'arriver. Moi, je propose, viens, on en reparle à la prochaine session parce que. Ah oui, t'es à ce point-là. Parce que sinon, on en a encore pour. Je pense qu'on en a au moins pour 5 ou 10. J'arrive, je viens du marché. Ok, arrive, on a nos invités qui viennent d'arriver, effectivement. Je pense qu'on va reprendre la prochaine fois. Ouais, on a d'autres invités. On a 2 invités aujourd'hui. Ouais. Donc, on va faire une petite pause et on revient dans 5 minutes. Mais allez voir F8, allez voir Tondex 2000, c'est incroyable. Incroyable. Rapidement, on va vous donner les horaires de F8. Tondex 2000, donc ce jeudi à 21h30 à Possible. Ce vendredi, le 3 février à 12h à Horizon. Et le 4 février à Rio à 17h. Voilà. Vous avez encore 3 possibilités de voir cette séance qui est plutôt cossue. Sur ce, des gros bisous. Ouais. À tout de suite. On revient tout de suite. How do I deal